Angela, 17 ans, lauréate du bac, a consulté récemment dans votre clinique pour divers symptômes, notamment un syndrome grippal qui persiste depuis longtemps, une fièvre très élevée et un amaigrissement qu'elle ne s'explique pas. Comme premier bilan, vous réalisez un bilan infectieux et demandez une sérologie VIH qui fortuitement revient positive. La pauvre petite est effondrée, mais reconnaît qu'il y a quelques mois, à l'annonce des résultats du bac, avec Tony, son copain, également candidat, admis ce jour-là, ils ont eu un premier rapport sexuel non protégé. Pourquoi se protéger? De quoi se protéger? Ils n'avaient aucune raison. Ils s'aiment, se font confiance. Mais voilà, aujourd'hui, elle est séropositive et son monde s'écroule. Deuxième histoire, c'est celle d'Anita, une mère de 35 ans, qui a déjà 2 enfants, actuellement enceinte de son 3e bébé, qui consulte à la clinique pour son suivi gynécologique et on lui réalise une sérologie VIH qui revient positive. En interrogeant son conjoint, elle découvre alors que monsieur sait qu'il est positif depuis 5 ans et ne lui a jamais dit. Comment faire face à cette nouvelle? Voilà autant d'histoires de femmes différentes que nous allons aborder dans ce premier podcast relatif au VIH-Sida. Bonjour, bienvenue sur Refaisons le Monde, le podcast des personnes qui abordent de façon totalement transparente les questions relatives à la sexualité, à l'argent, à l'amour, à la santé. Et aujourd'hui, je suis en contact avec des médecins compétents, jeunes, dynamiques, qui ont à leur palmarès d'avoir déjà participé à des activités de sensibilisation sur la cause du VIH. Harold, commence par toi. Alors, moi, c'est Harold Tanquinou, je suis médecin épidémiologiste et je travaille en tant qu'épidémiologiste dans un laboratoire de santé publique de la PHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci Harold. Merci à toi d'avoir accepté de nous informer aujourd'hui sur cette thématique. Je passe la parole à Fawaz. Bonjour à tous. Comme il a dit, moi, je m'appelle Fawaz Yessoufou, et je suis médecin généraliste. Je suis en fin de formation de master de santé publique, biostatistique, épidémiologie. Et voilà, je suis vraiment content de partager ce podcast avec des confrères aussi qualifiés, aussi doués dans leur domaine. Donc, merci. Autant d'épidémiologie sur le plateau. Je sens qu'on sera inondé de chiffres. Mais à part ça, on a d'autres confrères que je reçois également. Saoban, tu veux bien. Moi, c'est Sabanchi Doussani. Je suis médecin en spécialisation de la maladie du cœur des vaisseaux. Je suis également titulaire de master en épidémiologie. Donc, Voilà, que des épidémiologistes. Et le dernier, et non pas des moindres, le grand docteur Lukosu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Albus. Merci de continuer dans cette belle lancée de tes podcasts. C'est très intéressant et c'est un honneur pour moi de participer avec vous ce soir. Je suis Deo Gracias Lokosu, médecin généraliste, passionné de médecine préventive aussi et actuellement je poursuis ma spécialisation en anesthésie et réanimation. Et je précise également que vous êtes tous, hein, mais surtout Déo aussi. Je te vois animer souvent des campagnes pour le Rotaract. Donc, c'est dire combien mes confrères ici sont présents dans tout ce qui est activité de sensibilisation, de prévention, parce que la médecine préventive, surtout en Afrique, c'est l'avenir de la médecine. Vous avez écouté avec moi les 2 histoires que j'ai racontées au début. Des histoires qui sont quand même communes, hein. C'est des histoires de Madame Tout-le-Monde. Et c'est important qu'à travers cette émission, nous revenions un peu sur ce qu'est le VIH et répondre à certaines questions. Soyez free, nous sommes toujours free ici, ce soit vraiment interactif et
C'est parti. Donc, je demande, c'est quoi le VIH pour vous? Le VIH, si on doit prendre le SIL en tant que tel, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et c'est un virus, je vais te dire que c'est un virus ARN, mais je ne sais pas si on doit employer ces termes-là, vu que c'est un podcast qui est dans le sens de la vulgarisation. Et ce que je retiens de ma pratique médicale par rapport à ce virus-là, c'est que c'est un virus qui prend du temps à qui prend tout son temps et silencieusement évolue à bas bruit et finit par causer des dégâts qui peuvent être irréversibles si rien n'est fait. Donc, quand on dit VIH, on parlera plus tard de la maladie même que ça cause, qui est le sida, mais pour le moment, je laisserai les autres donner un peu plus en détail ce qu'ils pensent de ce virus-là. D'accord. Merci pour ta première réponse qui me permet de rebondir sur une autre question. Très vite, on a senti qu'il y a le VIH et il y a la maladie sida. Quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Parce que dans le jargon collectif, on dit j'ai le sida, j'ai le VIH. On se mélange beaucoup les pinceaux. C'est utile de nous dire c'est quoi la différence. Il y a une différence entre le VIH et le sida. Le sida étant le stade avancé de la maladie, de l'infection au virus, le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, c'est l'état du système immunitaire. En fait, le VIH, c'est un virus qui va s'attaquer aux cellules de défense de l'organisme, en particulier les lymphocytes T et CD4. Donc, il va détruire progressivement ces cellules-là. Et quand le sujet il est à un état de déficience en cellules de défense, donc il a un stade où son système immunitaire est vraiment défaillant. C'est ce stade-là qu'on appelle le syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, ce syndrome-là, quand le sujet-là, il est vulnérable à plusieurs infections opportunistes. Bon, la tuberculose, il peut même faire d'autres maladies comme des cancers, sarcome de Kaposi et autres. Donc, en quelque sorte, c'est le stade avancé vraiment de la maladie. D'accord. Donc, je ne sais pas, Fawaz, si j'ai bien compris, ça veut dire que le VIH, c'est le virus que l'on contracte. Et ce virus, comme des bandits, peut entrer dans l'organisme, se développer et détruire les défenses de l'organisme, c'est-à-dire les policiers ou les gendarmes, ils détruisent tout ça. Et si rien n'est fait, on arrive à un stade où tout est détruit dans l'organisme et c'est ce stade-là qui est caractérisé par l'apparition de maladies dites opportunistes, c'est-à-dire des maladies qu'on ne devrait pas avoir si on est en bonne santé, Bonne santé, normalement. exactement. Voilà. Et ce sont ces maladies-là qui caractérisent le stade SIDA. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ah oui. Donc, en gros, une personne infectée par le VIH, elle est dite séropositive, en fait. On D'accord. parlera de maladie du sida qu'au stade de maladie, en fait, le stade où les affections opportunistes se développent, où la personne présente effectivement de vrais signes. Parce que je D'accord. sais pas si l'on dit, mais au stade d'infection par le VIH, ça peut se révéler asymptomatique. Et c'est après quelques temps, quelques mois, allant à quelques années, plusieurs années, que la maladie du sida se manifeste elle-même, en fait. D'accord. Et Donc, la personne peut ne peut ne pas connaître son statut. Certains voilà. connaissent le statut au moment du stade de sida déjà, en fait. D'accord. OK. Oui, Harold? Oui, j'ai bien aimé la manière dont tu as imagé la maladie et je voulais compléter, je préfère décrire les choses en ces termes-là. Oui. Alors, je dirais que le VIH, on va dire que un, c'est un bandit très fertile, d'accord, qui entre dans une maison. Il sait qu'il a besoin pour réussir une guerre, de pas être le seul, donc il doit se reproduire. Il trouve un système qui lui permet de se photocopier. Il se photocopie, sauf que il sait que si on le détecte, on peut le détruire. Donc,
on ne sait pas si c'est son mécanisme, c'est de sa faute ou que c'est un défaut qui le favorise, mais il se photocopie mal sous plusieurs profils. Donc, les cellules de l'organisme ont du mal à correctement l'identifier et à le détruire. Et c'est tout à son avantage parce qu'il en profite, lui, en retour, sous couvert de ce masque-là, de son indétectabilité par le système immunitaire, de détruire les cellules immunitaires de l'organisme dont Saban a parlé là, qui sont les lymphocytes T. Et donc, les phases, les différentes phases qu'on a entre le VIH et la maladie, on en a essentiellement trois: la primo-infection, la phase de chronicité et après le stade maladie. Durant toutes ces trois phases, ce qui caractérise principalement le VIH, c'est sa capacité à se multiplier et à détruire progressivement les cellules de l'immunité. Donc, lorsqu'il est là suffisamment affaibli, détruit, on parlera de sida lorsque, en dessous d'un seuil qui a été prédéfini au travers de plusieurs recherches scientifiques, notamment on parle de lymphocytes T inférieur à 200 par millimètre cube. Pourquoi? Ça veut pas dire que on dit, on parle de ce stade-là parce que c'est au niveau de ce stade-là que les affections opportunistes sont les plus fréquentes. Tu Ok, vois, surtout le fait qu'il y ait des affections opportunistes, c'est-à-dire des affections qui ne se développeraient pas chez quelqu'un qui a un système immunitaire compétent, qu'on parlerait du stade de sida. Voilà. d'accord. Donc, en Ok, gros, c'est un terroriste, quoi. bah, je vois. Donc, c'est quand même dangereux parce que ça veut dire que dans notre premier exemple, la première histoire, on voit qu'Angela, la jeune fille de 17 ans, elle a fait une primo-infection au VIH, c'est-à-dire une réaction qui est survenue dans quelques semaines, très rapidement après l'infection. Et en quelque sorte, en griffe, c'est une chance pour elle parce que certaines personnes peuvent ne pas développer de signes et c'est seulement la maladie va évoluer. Et c'est seulement lorsqu'elles arrivent au stade sida que devant l'ensemble des infections ou des affections, des maladies qui surviennent de façon récurrente, qu'elles vont aller à l'hôpital un jour et on pose ce diagnostic. Cela, Exact. cela pose quand même un problème. Est-ce que ça veut dire que une personne en bonne santé doit faire sa sérologie pour le VIH ou bien je dois attendre que d'être malade? Parce que on vient de voir que des gens peuvent avoir la maladie et n'avoir aucun symptôme, comme d'autres peuvent très vite présenter des symptômes. Oui, bien évidemment. Comme j'ai parlé tout de suite, je préfère laisser les autres opiner sur le sujet. Oui, alors, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et non, je pense que qu'on soit à risque de développer d'être infecté ou pas, il faut que le dépistage, en fait, soit systématique. Donc, en gros, il faut pas attendre d'être à risque comme Angela avant de faire son test. Et je pense que qu'un sujet adulte en activité sexuelle régulière ou pas devrait au moins faire son test au moins une fois tous les 6 mois, normalement. OK. Donc, c'est important à savoir comme message à passer au travers de ce podcast que ce n'est pas parce que je n'ai aucun symptôme que ça veut dire que je ne suis pas malade. Il Exactement. Mm. faut, il faut qu'on prenne l'habitude, ne serait-ce que tous les 6 mois, au moins une fois par an, aller faire sa sérologie VIH et d'autres examens de santé. Mais au moins, se poser cette question-là et avoir ce réflexe-là, Ouais. c'est important. D'accord. Et nous avons déjà répondu à pas mal de questions, je trouve, sur le VIH, sur le sida, sur l'évolution de la maladie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un truc à préciser. Sauban ou Deo Gracias. Chers amis, si je dois juste ajouter quelque chose, c'est que la transmission du sida n'étant pas que sexuelle, qu'on soit en activité sexuelle ou pas, en fait, faut pas oublier les autres voies. Il y a la voie sanguine, il y a aussi la voie materno-fétale et autres. Donc,
il faut quand même guetter, en fait. C'est tout ce La que je voie peux materno-fœtale, ajouter. c'est-à-dire, C'est la transmission de la mère à l'enfant, donc au cours de la grossesse. par exemple, oui, D'accord, ou de ok. l'accouchement, Ou de l'accouchement, d'accord, ok. exactement. Voilà. Donc, et ça pose aussi un autre problème, parce que vu que la voie de transmission la plus fréquente du VIH est la voie sexuelle, le VIH est devenu en quelque sorte une maladie de la honte, parce que quand quelqu'un est séropositif, on se dit que entre griffes, c'est parce qu'il a eu des comportements sexuels à risque, ou bien c'est parce qu'il a eu entre griffes, alors que quelqu'un peut l'avoir depuis la naissance, si je comprends très bien. Quelqu'un peut naître avec le VIH/SIDA et ne jamais le savoir, du coup. Bien sûr, comme Déo l'a dit, il y a pas que la voie sexuelle. Ouais. Donc, euh, la voie sanguine, c'est même, je dirais, c'est vrai que la voie sexuelle est la plus courante, mais on prend des risques tout le temps. Quand on va chez le coiffeur, par si on ne vérifie pas les objets qu'il utilise, s'il nous coiffe avec une lame déjà utilisée, il peut nous infecter. Donc, si on se partage des objets tranchants, piquants, non, c'est aussi facile de choper le VIH. Donc, je pense que il faut pas se focaliser sur le volet transition sexuelle et oublier les autres voies. Et il faut pas stigmatiser les sujets porteurs du VIH parce que c'est vrai qu'il faut prévenir et que il faut quand même prendre des risques pour pouvoir l'avoir, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, par exemple, on peut vivre avec le VIH. Il suffit juste de prendre un traitement quotidien qui le prend le soir pratiquement. Donc, avant, il y avait plusieurs molécules, donc c'était un peu plus pénible. Mais là, je pense la science a vraiment permis d'évoluer un peu dans le traitement. Donc, avec une seule prise quotidienne, le sujet, tu le vois, il se sent bien. Et tu vois si j'ai porteur de VIH, mais il est bien en forme. Et si la charge virale est assez basse, donc il tient bien. D'accord. Je profite pour vous raconter une petite histoire sur les coiffeurs. Moi, je me rappelle, hein, il y a un coiffeur qui venait nous coiffer à la maison tout le temps. Et un jour, fortuitement, on s'est rendu compte que le mec, il ne jette pas les lames. Ah, Il a un sac, il a un sachet où il collectionne les lames. Et du ah coup, ouais. nous, surpris, on lui demande, mais chef, tu fais quoi avec toutes ces lames-là, en fait, qui sont déjà utilisées? Et il me sort cette dinguerie. Il me dit, bah, les gens du quartier viennent me le demander. Oh, Ils en font Oui. quoi? En fait, pour ne pas aller acheter la lame à 25 francs, en fait, tu vois, parfois, pour couper des choses, j'en sais rien. Ils viennent. Parfois, les mécaniciens viennent lui en demander. Je sais pas compris le délire, mais Wow. J'espère que le coiffeur a arrêté les essais. je crois que c'est sur cette fois-là qu'on l'a exclu de chez nous totalement, mais c'est, ça Lui, m'a c'est rappelé. un agent infiltré, alors. Travaille pour les États. et malheureusement, c'est son ignorance qui lui a coûté son Hmm. business, là. C'est ça, Ah, et ça nous ramène à la question de L'action, l'ignorance, exactement. Voilà, ça met voilà, l'accent sur la sensibilisation. de l'importance de ce podcast d'ailleurs. Je voulais demander, vous avez entendu dans l'histoire d'Angela, elle disait, et moi je l'entends très souvent auprès des jeunes filles, parfois qui viennent me poser des questions, c'est même pour ça que j'ai eu l'idée de vous contacter pour cette émission. Pour certaines personnes, le VIH n'existe plus. C'est pas possible. C'est un peu comme si c'est de 1900 en fait. Donc aujourd'hui, les gens ont plus peur de tomber enceinte que d'avoir le VIH. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi. Oui, alors, par rapport à ça, c'est une pensée qui n'est pas juste limitée à peut-être aux gens que tu as connus ou les personnes de ton entourage, on a peut-être des Africains, des Européens. C'est mondial parce que surtout avec ce qui s'est, si je prends comme référence la pandémie, ça a vraiment détourné l'attention sur des maladies dans lesquelles on avait suffisamment avancé en termes de sensibilisation, prévention, prise en charge, dépistage. Et là maintenant,
on se retrouve à refaire quand même, attirer encore l'attention pour dire attention, ces maladies n'ont pas disparu. Elles existent toujours. Parce que aujourd'hui, on a réussi à évaluer l'incidence du VIH chaque année depuis qu'ils ont commencé jusqu'à, on va dire, 2019. Et il y a des chiffres récents aussi pour 2022, mais il y a eu un petit problème en 2020 avec la pandémie qui a fait que les tests se sont plus orientés vers Vite. Covid, Covid, etc. des Donc, maladies. voilà, l'information y est pour beaucoup dans la prise en charge d'une affection parce que dès que l'attention est détournée vis-à-vis de cette information et qu'une nouvelle maladie est la tendance, on suit cette nouvelle maladie, on a plus peur de cette maladie-là que d'une autre maladie qui pourrait nous coûter la vie. Donc, ça complexifie encore toutes les actions qui sont menées ou qui doivent être menées pour enrayer le, le VIH, D'accord. en fait. Pour Ok. enrayer En parlant de chiffres, parce que malheureusement, c'est factuel, c'est ce qui fait le plus peur. Mhm. J'aimerais quand même que vous me donniez quelques chiffres sur la pandémie du VIH, savoir Euh, combien de personnes ont été dépistées séropositifs au VIH depuis qu'on sait que ça existe, combien en sont mortes à peu près ou combien de nouvelles infections par an, histoire qu'on évalue un peu. Donc, d'accord. Moi, j'ai quelques chiffres là qui sont quand Oui. même assez récents. Ça date de 2022, c'est des données de l'ONU-SIDA. Donc, en gros, il est dit qu'il y a 39 millions de personnes dans le monde qui vivaient avec le VIH en 2022. Et parmi ces 39 millions, il y a 1,3 million de personnes qui ont été infectées nouvellement en 2022. Donc, on a eu 1,3 million de nouvelles personnes infectées dans le monde en 2022. Donc, ça veut dire que à l'échelle d'un pays comme le nôtre, c'est comme si le 10e de la population était infecté dans le monde, en fait. Si Dans on le monde, a... Euh, euh, je ne vois pas trop bien. Mais non, pour ajouter à ce que Fawaz a dit, il faut noter que ces infections-là sont surtout en Afrique parce qu'on a, dans les 39 millions, il y a les 2/5 en fait, de 27,6 millions qui ont été détectés en Afrique. Donc, il faut noter que l'Afrique a une grosse part de la prise du VIH. D'accord. Et pour en rajouter, le VIH, c'est vrai qu'on peut vivre longtemps avec aujourd'hui, mais ça tue toujours quand même. Donc, en 2022, il y a eu 630 000 personnes qui sont mortes du VIH en 2022. Ah c'est ouais, beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. quand même des chiffres Excellent. effrayants. Effrayants. Ça, oui. C'est Ah parce oui, que, comme vous l'avez expliqué, si, vu qu'on parle du Covid, on a tendance à oublier que il y a son grand-père, le VIH, Et qui a là, si pépère, qui nous regarde nous agiter contre le Covid pendant que lui, il fait des ravages. C'est bien. Voilà. Donc, Si on tu va me permets, aborder. Oui, je veux oui, juste oui, ajouter un volontiers. chiffre qui est important parce que tu as parlé de filles. Et toujours d'après l'ONU-SIDA, 53% des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des filles. Donc, c'est 53%. c'est quand même, peu importe comment elle attrape, si c'est peut-être, ouais, c'est quand même significatif et c'est un drame parce que ça Ouais. veut peut-être dire, ça a plusieurs implications, mais ça veut dire que il y a la transmission, la part de la transmission de mère-enfant, il y a la part de la transmission sexuelle. Je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce ratio-là? Est-ce que c'est elle qui se dépiste plus? Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que pour le moment, les filles sont quand même beaucoup touchées par le VIH et donc la sensibilisation doit tenir compte de... Non pas, il faut pas axer la sensibilisation sur les filles, hein, parce qu'elles vont le chercher quelque part aussi, tu vois. Oui. Donc, Il faut il dépister tout le monde. faut dépister tout le monde. D'accord.
Ok. Je vous remercie déjà pour cette première partie où nous avons essentiellement abordé toutes les questions relatives à la transmission du VIH, à l'épidémiologie. Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur la vie une fois qu'on est diagnostiqué du VIH. Je ne sais pas, l'un d'entre vous est déjà allé faire sa sérologie une fois. Oui, moi, je l'ai fait tout récemment. Je dois avoir, C'était comment l'ambiance? Oh, l'ambiance d'avant les résultats, j'étais déjà prêt à remettre mon héritage, confier ma PS3 mais à ma famille, parce que pour le moment, c'est ce que je possède. Mais bon, juste après les résultats, je me suis dit, bon, pour le moment, c'est pas encore le moment. Non, mais en vrai, ça va, c'était négatif. Il n'y avait pas de problème. Mais je pense que si ça avait été positif, en l'état actuel des choses et avec tout ce existe comme arsenal thérapeutique, je ne dis pas que je me serais pas senti mal, je me serais senti mal, mais je saurais qu'il y a quand même des moyens pour que je sois pris en charge correctement et que je vive comme tout le monde, quoi. Oui. D'accord. Dans la vie, comme tout le monde, déjà, c'est quoi le résultat qu'on reçoit quand quelqu'un est positif au VIH? Qu'est-ce qu'ils écrivent, en fait? C'est bateau comme question, hein, mais vous allez voir où je vais en venir tout à l'heure. Alors, moi, sur mon résultat, il y a écrit sérologie du du VIH, virus de l'immunodéficience humaine, résultat négatif. Sérologie négative en cas d'exposition supposée au VIH à contrôler 6 semaines après l'exposition. Bon, il y a quelque chose de particulier qu'ils ont mis, donc qui est la technique qui a été utilisée pour effectuer cette analyse. Donc, technique de quatrième génération, détection combinée de l'antigène P24 et des anticorps au VIH 1 et 2. Et je pense que ils ont aussi mis le seuil de détection. Et je pense que là où tu veux en venir, c'est au fait qu'il y a deux types principaux de VIH, c'est ça? Oui. Avec plusieurs sous-types Oui, mais tu vois, c'est quelque chose dont beaucoup de gens n'ont pas conscience que oui, il y a le VIH, mais en réalité, il y a le VIH 1, le VIH 2, il y a les sous-types. Mais moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait le VIH 1 et le VIH 2. Voilà. C'est quelqu'un qui dit, est-ce que c'est quelqu'un qui n'apprend pas des erreurs? Ah, on peut se poser la question parce que Ouais. beaucoup de gens sont dans la mentalité c'est triste à dire, mais j'ai déjà vu des gens qui se disent, bon, j'ai été contaminé par quelqu'un, moi aussi je vais répandre la maladie. Et Oui, c'est une idéologie, c'est dommage, mais est-ce que ça ne traduit pas aussi, parce que dans les personnes, quand on a ce type quand on a cette maladie, bon, qui aujourd'hui tend à être plus une pathologie chronique avec laquelle on vit convenablement, je pense que quand les patients qui font un certain déni de la maladie, le déni peut entraîner ce type de pensée, les conduire à faire des choses qu'ils vont sûrement regretter plus tard. Et c'est aussi le manque d'information qui fait qu'ils se disent, je suis damné, je suis condamné, je ne peux plus avoir une vie normale et je ne peux plus m'en sortir. Mais je pense que c'est plus une maladie de l'information. Si on voilà. sensibilise correctement, parce que on se rend compte que la mauvaise information peut être source de peut causer beaucoup plus de dégâts que les maladies En en elles, réalité, tu vois. voilà. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser les gens sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de détruire la vie des autres parce que la leur n'est pas détruite, en fait. Donc, en D'accord. fait, c'est aux autres qui font du mal. Oui. Et Moi, ils peuvent se faire du mal à eux-mêmes. Je Ils pense peuvent se un faire du deuxième mal à VIH. eux-mêmes. Voilà, en pensant qu'il n'y a qu'un seul VIH et en allant contracter un second. un second, oui. C'est en ça que le suivi psychiatrique psychologique ou psychiatrique est très important. Généralement, quand les gens on découvre qu'ils sont séropositifs, il y a toujours une petite cellule psychologique ou psychiatrique là qui prend le relais et qui discute avec eux, histoire de débunker un peu tout ce qui est comme fausses idées, tout ce qu'ils ont le droit de faire, de pas faire, des conseils, tout ça, en fait. C'est D'accord. ça que Donc, c'est indispensable. Donc, c'est une étape à ne pas sauter, en fait. voilà. Faut pas le prendre. Je m'adresse surtout au personnel médical. C'est vrai, il y a assez d'informations aujourd'hui, donc c'est des choses qui ne se font plus du tout, hein.
de laisser un patient séropositif seul dans la nature comme ça. Il faut le suivre, il faut l'accompagner dès le De premier. ne pas le toucher, Non, de c'est même bien avant, en fait. l'isoler. C'est bien avant déjà, il faut le Quand c'est conseiller en avant fait. le- Même bien avant, exactement, docteur Sorban, bien avant le résultat, déjà, il faut déjà discuter avec lui. Voilà, il y a un counseling qui est très, très important là, qui n'est pas à Bon. sauter, une étape obligatoire en fait. Ok. C'est bien de le préciser. Je voulais savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, des personnes séropositives peuvent avoir une vie de famille? C'est-à-dire, quand je dis vie de famille, fonder une famille, vivre avec Évidemment. deux enfants sans les contaminer ou avec un conjoint qui n'a pas de VIH. Bien évidemment. Je pense que même le personnel médical n'est pas forcément au courant de De ces ça. détails-là. Il y a peut-être un flou, une ambiguïté à ce niveau, parce que c'est une question qu'on se pose tous, mais tout le monde n'est pas allé à la source pour savoir si c'est possible. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir une vie de famille. On parle généralement de couple sérodiscordant, c'est-à-dire un couple où l'un est porteur du VIH et l'autre ne l'est pas. Ils peuvent avoir des rapports sous couvert. Enfin, si celui qui est porteur, il a une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'on ne détecte plus le virus dans son sang pendant une certaine période. Donc, c'est pour ça que le suivi est important. Il peut avoir des rapports en toute sécurité avec un partenaire qui n'a pas le VIH. Ils peuvent avoir des enfants. D'accord. Mais Donc, quand tu dis mais ça charge demande virale toujours. indétectable, qu'est-ce Oui. qui rend la charge virale indétectable? Ce qui rend la charge virale indétectable, c'est le traitement. La prise D'accord. régulière, c'est Le le traitement qui traitement, la prise régulière, La prise régulière, enfin, l'adhérence au traitement, le enfin, traitement. la d'accord, prise régulière. C'est d'accord. surtout ça. C'est pas, il faut, c'est le VIH, on le traite pas comme une douleur passagère. C'est quotidien, c'est régulé, Parce qu'il c'est y a régulier. il y a des pasteurs qui prient dans des églises et guérissent le VIH. Je dis ça parce que, Oui. Oui. Pour moi, c'est une autre forme du VIH, eux. Ah, C'est pas le VIH au laboratoire, quoi. non, ça va parce que Ils au sont jour plus difficiles à d'aujourd'hui, détruire. voilà, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai, on le dit à rien, mais on n'est pas encore arrivé et je crois qu'il y a un seul cas, non, où le VIH a Il y a été, eu un 6e cas où un ils ont sixième cas, oui. réussi en faisant une greffe de moelle, Mhm. je sais plus le terme, je sais pas si on va parler de guérison Disons, ou ou, deux, je n'ai pas le terme exact. voilà. Mais ça reste vraiment exceptionnel. Donc, Fonctionnel. les 10 heures de bonne aventure qui, par une alchimie ou je ne sais pas, disent qu'ils guérissent le VIH ou machin. Franchement, je sais pas quand est-ce que Jésus a prévu de descendre, mais je pense qu'on Il peut faut même prendre, leur dire que pour le moment, c'est même pas la peine qu'ils guérissent le VIH parce que quand on est bien traité, ça va, quoi. vraiment, tu n'y penses plus, quoi. Voilà, ok, c'est bien à savoir. Donc, aujourd'hui, il est possible d'avoir une vie de famille, de fonder une famille avec quelqu'un qui a le VIH, même si, surtout si sa charge virale est indétectable, parce qu'il a pris son traitement, parce qu'il y a le suivi psychologique, parce qu'il y a l'adhérence au traitement. D'accord. Je voulais aussi revenir sur un aspect important, une autre question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un dont on ne maîtrise peut-être pas le statut et que le préservatif éclate ou au coup des pulsions, le préservatif est tombé? Ah, ça, c'est une vraie question. Tu commences à lui demander si elle a déjà fait son test de VIH ou pas. Pendant qu'on y est, disons-nous Comment- la vérité. Chacun a son dernier test. Et s'il te D'accord. dit qu'il n'a pas l'habitude de le faire de façon régulière, et voilà, je pense que la première des choses à se faire, c'est de se rendre à l'hôpital. Vous savez, c'est vrai que peut-être immédiatement, je sais pas, à partir de combien de temps, on peut déjà détecter la présence de VIH si la personne est infectée, en fait. Si c'est au bout du rapport que la contamination a été faite, c'est à partir de combien de temps? Donc, je sais pas exactement, mais je pense que la solution la plus adéquate, c'est de se rendre immédiatement à l'hôpital et tout. Voilà. Je ne crois pas que les Il y a TPE, il y a des antirétroviraux qui peuvent être pris également. également, Il y a mais des- je ne sais pas s'ils sont disponibles chez nous, en Afrique.
Ou Mais- si Je vous pense donnez- qu'ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Mais est-ce qu'on les donne systématiquement aux personnes avec des rapports sexuels à risque immédiatement? Je pense que c'est réservé au personnel soignant, les trucs de contamination, exposition. Je pense que de C'est toute plus- façon, quelqu'un qui va à l'hôpital, qui explique correctement Oui. le problème, sera pris en charge. Voilà. Exact. Mais pas dans n'importe quel hôpital. Il va Pas pas dans- de toute façon, il sera réorienté. Le plus Voilà. important, c'est de savoir que ça existe, qu'on peut D'accord. le prendre en charge convenablement. Et puis voilà. Donc, il n'y Donc, a pas à rester à la maison et à psychoter, à c'est réfléchir, ça. à tout faire. Il faut aller directement à l'hôpital, poser le problème clairement, sans honte, et voilà, un Et suivi. bénéficier d'une prise en charge adéquate. D'accord. Pour l'un d'entre vous, j'ai cette question. Je suis vierge, je pratique seulement des rapports anaux. Mhm. Cela me permet de ne pas tomber enceinte et me protège du VIH. Oh, Oui. ça aurait été trop beau pour être vrai. C'est de l'utopie en vrai. Parce que, Parce En qu'il fait- y a bien évidemment une organisation dans, enfin, pas, il y a une hiérarchie dans surtout par voie sexuelle, dans les rapports du plus à risque au moins à risque. Les rapports à nous sont en tête. D'accord. Anneau, je rappelle que c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas l'anus. D'accord. Exactement. Donc, rapport anal réceptif, le premier, donc c'est le plus à risque. le plus à risque. Insertif, donc celui qui a pris l'initiative d'y aller, il est à risque aussi. Rapport vaginaux réceptif ensuite, et après rapport vaginaux insertif, donc celui qui entre aussi dans l'appareil Ouais. génital féminin. Oui. Et la fellation en dernier. Ah! Mais tout ça c'est à risque. La fellation? bien Oui. sûr. Ah, vous voulez nous empêcher de tout faire? Faire des fellations. Oui, tu sais pourquoi je te pose cette question? Et je voulais vraiment qu'on en vienne là. Il n'y a pas si longtemps, une jeune fille m'a écrit en inbox pour me poser une question que elle suivait un documentaire, on lui a dit que les rapports orogénitaux, c'est-à-dire une bouche qui entre en contact avec un sexe masculin ou féminin était à risque, quand même que le risque n'est pas nul de transmettre le VIH. Bien Et sûr. donc, elle vient dans mon inbox me poser cette question. Elle est toute surprise, désemparée. Elle se dit, mais ah bon? Elle ne pensait pas que c'était possible d'avoir le VIH en faisant une fellation ou un Ah, cunilingus. mais c'est tout à fait Oui. possible. Le risque n'est pas il existe en tout cas. Je vais pas dire il est minime, j'ai Et pas les chiffres en tête. il est juste faible, en fait. Voilà. Voilà. Donc, Parce que le virus risque est présent, excusez-moi, en quantité quand même, même si c'est en quantité minime dans certains liquides, la salive, la sueur, les larmes, tout ce qui est vomissement, vomissure, urine même. Mais c'est vraiment en quantité vraiment trop faible, quoi. Mais mais les principaux, faut rappeler les principaux, c'est le sang, Le sang, oui. le sperme, le sperme également Séminal, oui. et les sécrétions vaginales aussi. exactement. Voilà. Donc, pour les jeunes qui nous suivent, on ne vous empêche pas de faire quelque chose, hein, mais il faut savoir que c'est à risque. Il faut choisir la personne avec qui le faire, avoir le bon comportement que consiste aussi en la fidélité ou en l'abstinence. Je ne sais pas comment, c'était quoi le sigle déjà? ABC. ABC. Fidélité, préservatif. Non, Non, rappelez. Oui. mais je voulais aussi ajouter, faut dire fidélité, abstinence, mais il faut aussi dire transparence. Transparence. Ah, ça, c'est ce qui n'existe plus dans notre monde, hein. Est-ce que à Ménoté, les gens sont transparents, Déo? Ménoté a été décoré comme la ville de transparence de Cotonou. Donc, ça, chez nous, c'est fréquent, on est transparent. Je voulais juste faire une petite parenthèse pendant que vous parliez de fellation et tout. Oui. Il faut rappeler que il existe pour les jeunes filles qui veulent quand même, qui aiment bien cet exercice et qui aiment bien s'y adonner. Il y a des préservatifs qui existent pour la fellation. Donc, au lieu de se demander si on peut continuer à le faire ou s'il faut les éviter, il faut toujours prendre les précautions. Les préservatifs existent. Souvent, les préservatifs aux arômes, là, sont quand même pratiques pour faire la fellation par exemple, à son conjoint ou à son partenaire sexuel. Parce que, comme vous l'avez dit, le risque n'est pas zéro. Et donc, je vais juste préciser les jeunes filles ou les jeunes hommes ou n'importe quelle personne de
Là, je te demandais si c'est du coup la jeune fille qui avait. Voilà, Ah, donc il faut qu'on soit inclusif et que tout le monde s'y retrouve. Je D'accord. pense aussi je pense qu'il doit exister des moyens de le faire aussi pour, quand il faut faire, par exemple, un cunilingus et tout ça, Ouais. il doit exister oui. des Je crois moyens qu'il y de... a, oui, qu'il y a aussi un Le truc qui article, permet. Voilà. non. D'accord. Comme ça intéresse certains, c'est sûr qu'ils ont déjà trouvé le moyen. Ils Ouais, ont ça, ouais. là, Donc, apparemment. c'est disponible en pharmacie. Moi, je me rappelle la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans une pharmacie à Cotonou pour acheter un préservatif. Donc moi, déjà, j'ai un principe quand je vais acheter un préservatif, je rentre, j'énonce clairement ce que je vais acheter. Parce que en tant que personnel de santé et avec tout ce qu'on fait comme campagne, je ne conçois pas ce jugement de valeur. Donc, Ouais. D'accord, Hugo. ça fait un peu bizarre quand je rentre et puis que tout calmement, j'énonce à votre voix que voilà, je vais acheter un préservatif de telle marque et tout et tout. Donc ce jour-là, je dis que je vais acheter un préservatif et les dames à côté, elles tournent la tête. Et moi, je ne décontenance pas. Hein. Je dis, on finit et puis elle me dit c'est tout. Je dis non, rajoutez Intimi là, le gel Intimi, s'il vous plaît. Et puis la dame, elle me regarde. Quand je finis, elle me dit, monsieur, vous avez quel âge? Je lui dis mon âge, elle me fait, ah, et vous faites quoi dans la vie? Et je lui dis que je suis médecin, elle me dit, ah, ok. Qu'elle comprend? Je dis qu'elle comprend quoi? Ah oui, bon. L'exemple que tu avais. Oui, tu vois, mais c'est le moment d'attirer l'attention aussi sur tous les acteurs de la chaîne parce que on ne peut pas dire qu'on lutte contre le VIH, SIDA et ne pas être en mesure d'aller acheter son préservatif à la pharmacie tranquillement. Exactement. C'est comme si nous-mêmes on se tire une balle dans le pied. Je Donc, pense que les préservatifs devraient être même plus qu'à la pharmacie. c'est Ouais, vrai, moi je kiffe ça en France. Pourquoi il y a dans les supermarchés, Et Il y partout, en a. en fait. Ouais, dans les résidences universitaires en France, par exemple, parfois, j'étais à Caen une fois et j'ai vu que ils ont un distributeur de préservatifs. voilà. Ouais, tu viens, Pourquoi, tu mets ta pièce et puis 1 euro et puis tu as ton paquet de 6. Ou bien j'ai vu que Macron a rendu ça gratuit pour les moins de 26 ans. Je sais pas si, Ouais, ça, c'est des efforts, ça. oui, voilà. c'est des efforts. Des Donc, efforts. voilà des efforts qui sont alloués. Peut-être on va espérer que ça vienne chez nous. J'avais une autre question. Est-ce qu'on peut lubrifier un préservatif masculin? Bien sûr. Bien sûr. Je pense que tu as répondu même T'as répondu, dans ton assertion de tout à l'heure. Il y a des gels lubrifiants adaptés aux préservatifs. D'accord. On va pas faire la publicité d'une marque ici, D'une mais ça marque. existe en pharmacie. Ça existe en pharmacie. Je tiens à préciser que la salive n'est pas un lubrifiant. Ah, très voilà. important. Très Et important. surtout que les huiles de vidange Maxwell et consorts ne sont pas des lubrifiants non plus. Je savais Merci, que, merci, Dr. Bastel. et c'est un Maxwell qui dit que Voilà, Maxwell n'est pas un lubrifiant. Donc, faut le savoir. Parce que c'est Ah ouais. important. J'ai déjà eu à entendre que des gens au cours de rapport sexuel ont utilisé la salive pour se lubrifier. Je dis, mais en fait, on évite quoi et on joue contre quoi, en fait? Je ne comprends plus le délire, en fait. Donc, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, ce sera toujours ça de transmis. Les lubrifiants qui sont adaptés, c'est les lubrifiants à l'eau et au silicone, c'est écrit sur la boîte. Vous pouvez demander en pharmacie et puis vous obtenez l'information facilement. D'accord, je ne sais pas si je pense qu'on a quand même fait le tour de la question sur le sujet brièvement, Oui, hein, parce que le VIH/SIDA c'est vaste. c'est vaste, c'est une grande thématique pour des novices comme nous et pour ceux qui vont nous écouter, je crois que on a quand même essayé de débroussailler un peu tout. Même pour les experts, c'est une grande thématique. Donc, en une heure, tu peux pas tout dire. Tout dire, voilà. Pas ces informations clés. Ok. Il y Moi, a, je voudrais compléter oui, un truc important qui permet de dire qu'il y a quand même de l'espoir par rapport à cette maladie-là et que c'est qu'une question de volonté et de sensibilisation de tous les maillons, tous les acteurs de la chaîne, comme tu dis, une sensibilisation et active.
c'était de dire que 80, il y avait des objectifs de dépistage et de traitement qui avaient été définis au niveau mondial. Donc, pouvoir avoir 95% de personnes qui connaissent leur statut sérologique, 95% de personnes, lorsqu'ils sont dépistés positifs, qui soient traités, et que 95% de personnes traitées aient une charge virale indétectable. Et il y a des pays en Afrique qui ont réussi à atteindre ces objectifs-là, comme le Botswana, le Rwanda, la République unie de Tanzanie et le Zimbabwe. Donc, je pense que il faut se dire que c'est possible que c'est aussi possible dans nos pays, dans les Dans autres nos pays. pays. Non, D'où l'intérêt de ce podcast-là qui aborde ce sujet-là. tu es en train de nous dire que nous sommes les mauvais élèves de la classe. Non, on n'est pas les mauvais élèves. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on est en bonne posture aussi vis-à-vis de ces objectifs-là et que on va les atteindre très bientôt. D'accord. Donc, il faut qu'on continue de travailler plus pour amener le plus de gens à se dépister pour entrer déjà dans les premiers 90-95%. Ensuite, que ceux qui sont dépistés positifs puissent avoir accès au traitement qui est gratuit. Je crois qu'on ne l'avait pas dit, le traitement, il est gratuit. En tout cas, il y a des centres de diagnostic et de traitement du VIH un peu partout sur l'étendue du territoire national. Et enfin, que le dernier 90, c'était quoi? Ceux qui, 95 maintenant. C'est 95 personnes. 95 maintenant. Ouais, Oui, voilà. Ah, En 2019, non, 2021%, mais là, on est passé à 95%. à 95%. on devient ambitieux, hein? Oui, voilà. C'est bien. Donc, OK. ça. Docteur Yessoufou, est-ce que vous avez un mot de fin? Docteur Yessoufou. Je n'entends pas. Oui, c'est bon? Oui? Nous te Il ne sait retrouvons. pas comment on désactive un micro et comment on active un micro. Le monde avance trop vite pour certains, malheureusement. Ça ne l'a pas empêché d'être un grand médecin. Ah, Donc, bon, moi, je voulais juste rappeler les règles de base, en fait. Le A, B, C, D qui est très, très important. Mais désormais, on va dire A, B, C, D et T, comme l'a dit Dr. Harold. oui. A. Le A, c'est L'abstinence, il faut s'abstenir. l'abstinence. Oui. B, c'est la bonne fidélité. C, c'est l'utilisation du préservatif, le condom, Le de façon condom. systématique. Et D, dépistage. Et enfin, T, la transparence entre les partenaires. D'accord. Quand on te demande de quand remonte ton dernier test et que tu montres que ton test remonte de 2 semaines alors que tu l'as pas fait depuis plus de 5 ans. Il faut vraiment de la transparence entre les partenaires sexuels et tout. Très important. Important. Docteur Lokosu Deogracias, représentant de la cité de Ménoté. Moi, j'aurais pas grand-chose à ajouter. Je crois que les grands épidémiologistes scientifiques, là, ils ont tout dit. Je voulais juste rappeler que, je ne sais pas si c'est sorti pendant que je me suis déconnecté tout à l'heure, là. Je voulais juste rappeler que nous sommes tous membres, tous les 4 membres d'une association qu'on appelle Sentez-vous bien, qui est une association de médecine préventive avec les riches expériences épidémiologiques que nous avons et qui se charge de promouvoir et de sensibiliser contre beaucoup de maladies, notamment le VIH, et qui nous a valu plusieurs fois, sinon 2 à 3 fois déjà, d'être lauréat au jeu concours organisé par l'instance fêtière de la gestion de la maladie qu'est le sida, le VIH dans notre pays, le CNLSTP. Donc, nous sommes disponibles, nous sommes contactables sur notre adresse mail, sentez-vous-bien-benin@gmail.com ou disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Sentez-vous bien, tout simplement. Merci. Et je précise que vous aviez fait un spot ou un son qui était très bien pour sensibiliser contre le VIH. Si vous êtes d'accord, je pourrais peut-être le diffuser. Moi, j'avais bien aimé ça dans le temps. C'était Oui, on doit produire l'album, donc voilà. Ouais. Les droits d'auteur sont à verser sur le compte, c'est pas compliqué, hein. Juste, Ouais. Le compte mobile money, là, il n'y a pas de problème. quelques euros pour faciliter la disponibilité du clip. Ça sera fait. Docteur Chitou. je n'ai plus grand-chose à dire. Tout a été dit, je pense. Il faut juste retenir que le VIH est une maladie chronique. Nous le connaissons. Nous avons longuement parlé des voies de transmission.
Nous avons parlé également des mesures de prévention. Je vais peut-être insister surtout sur le dépistage régulier quand même. On avait dit tous les 6 mois, mais je pense que quand vous faites un dépistage aujourd'hui, que vous êtes séronégatif, il faut le refaire dans 3 mois après parce que si vous êtes tout le temps exposé, vous pouvez avoir constaté la maladie aujourd'hui et puis c'est dans 3 mois que ça va se révéler. Donc, essayez de le faire régulièrement tous les 3 mois. Et puis, si on vous détectait positif, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez vivre plusieurs années avec le VIH, plusieurs décennies. Donc, le VIH est devenu une maladie chronique, un peu comme l'hypertension artérielle ou le diabète et autres aujourd'hui. Donc, il suffit juste d'avoir un suivi régulier, de prendre votre traitement qui, le président, il est gratuit. Donc, n'ayez pas peur d'aller dans un centre de prise en charge et vous serez suivi. Et si vous avez une charge virale indétectable, vous vivez comme tout le monde. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez vous marier. Donc, ne pas avoir peur de la maladie. Merci. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vraiment essentiel. Nous luttons contre la maladie, mais nous sommes avec les personnes qui vivent avec le VIH. C'est vraiment comprendre que il ne faut pas stigmatiser les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Le traitement existe et puis voilà, il faut consulter, il faut se dépister et puis quand on est séropositif, on peut vivre de nombreuses années avec le VIH si tant est-il qu'on prend son traitement et que on fait attention à soi. Docteur Tampinou? Comme mot de fin, je dirais que encore une fois, le VIH n'est pas une fatalité et que on peut très bien vivre avec le VIH. Faire un câlin à quelqu'un qui a le VIH, le seul risque qu'on encourt, c'est peut-être de tomber amoureux ou donc, donc je pense qu'il faut pas en faire une fatalité. Mais il faut rester sur ses gardes, se dépister, se prendre en charge quand on est séropositif et voilà. Nous sommes VIH ou pas VIH, on est tous des êtres humains et on a le droit d'exister, quoi. Donc, il n'y a pas à stigmatiser une partie parce qu'ils ont telle ou telle maladie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour ce moment que vous prenez, pour cette thématique qui est plus que jamais d'actualité. Je remercie le docteur Lokosso qui nous montre son pack immobilier, son pack de véhicules également. Ça nous montre l'étendue des choses à faire après ce podcast. Peut-être qu'il faudra qu'on se réunisse pour définir des stratégies pour l'après-carrière ou même maintenant, hein. Donc, Bien sûr. voilà. Donc, c'est Faut envoyer les euros de clip là d'abord. Attends que j'achète la voiture qui est en bas. Bien, terminus. Tout le monde descend. Voilà, nous sommes à la fin de notre thématique sur le VIH. Je remercie nos interlocuteurs. 4 éminents médecins qui se sont prêtés à l'exercice avec nous pour vous donner des conseils de sensibilisation, savoir l'essentiel sur le VIH, qui est une thématique grande et qui est plus que jamais d'actualité. Je profite pour rappeler le slogan. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Notre dernière vidéo n'a pas été correctement suivie. Je ne sais pas si c'est parce qu'on met les termes sur vos addictions aux smartphones et aux réseaux sociaux que vous avez boycotté. Si c'est le cas, allez suivre. C'est important. Tout ça, ça fait partie de la santé mentale. Allez, on reste en santé. On profite du temps en famille. On profite du week-end qui s'annonce et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. N'attendez pas que votre frère, que votre soeur revienne avec le VIH à la maison. Et vous allez vous dire, si je l'avais su, c'est le moment de partager cette vidéo. Le VIH n'a pas disparu. On est de tout cœur avec les personnes qui sont déjà atteintes par ce virus. Il faut savoir que nous devons tout faire pour
empêcher la propagation de la maladie, mais nous devons aussi garder ces personnes déjà atteintes en bonne santé pour qu'elles n'atteignent pas le stade sida. Voilà, je m'excuse pour la qualité de ma voix, un peu enrouée, ça arrive. Allez, ciao ciao.